Il y a quelques mois, l'Allemagne était encore le modèle à suivre. Rigoureux, prospère et pacifique. Et puis, les nuages se sont accumulés. Au plan économique, le PIB a reculé au second trimestre 2014 et les perspectives se sont détériorées. En Europe, l'exigence de rigueur imposée par l'Allemagne suscite bien des critiques. Des critiques qui viennent aussi des Américains qui craignent aujourd'hui une récession en Europe. Sur le plan géopolitique, les réticences du leader européen à s'engager dans les zones de tension en Afrique et au Moyen-Orient provoquent des grincements de dents. Et puis, l'affaire ukrainienne a mis nos voisins dans une situation très délicate, en porte-à-faux entre ses intérêts en Russie et ses alliances occidentales. Pour évoquer ces questions, j'ai invité aujourd'hui Hans Stark. Hans Stark, vous êtes chercheur à l'IFRI, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, mais vous êtes aussi professeur de civilisation allemande contemporaine à l'université de Paris-Sorbonne. Alors je voudrais insister sur le fait que vous avez fait vos études en France, que vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et que vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 1 Sorbonne. Alors, j'ai évoqué en introduction cette contre-performance de l'économie allemande qui a surpris beaucoup de monde. Comment l'expliquez-vous ? Alors, il y a des facteurs de court terme, peut-être de moyen long terme. De court terme, donc, il y a une baisse de la production industrielle de 4% qu'on dit due finalement à le départ en vacances tardives d'un grand nombre de lenders allemands et le fait aussi qu'avant l'été, les carnets de commandes étaient encore pleins. Donc déjà, le deuxième trimestre, c'était déjà difficile. Oui, mais par rapport à une période de vacances, ça allait un peu mieux que d'habitude. Et puis, il y a surtout l'affaire ukrainienne, la question des sanctions et puis l'instabilité au niveau des marchés. L'Allemagne est très très fragile par rapport à ce point-là, puisque c'est une grande puissance exportatrice. Et donc, il faut voir maintenant dans les mois à venir si ce plongeon se confirme. Mais ces difficultés, selon vous, elles sont momentanées ou c'est le révélateur de difficultés structurelles et comme le disent certains, l'Allemagne aurait mangé son pain blanc? On verra bien. C'est vraiment encore trop tôt pour le dire. L'économie allemande est totalement dépendante de ses exportations. Les exportations sont dépendantes de la conjoncture mondiale internationale. Avec la Russie, les sanctions votées contre cette dernière, l'instabilité au Moyen-Orient, Ebola, c'est l'ensemble des BRICS, l'ensemble des puissances émergentes qui, peut-être même avec la Chine, vont éventuellement revoir à la baisse. Justement, on voit un ralentissement des émergents, la Chine, on sent un sérieux ralentissement, l'Europe est en ralentissement, les relations avec la Russie deviennent difficiles et le marché intérieur allemand n'est pas dynamique. On a vraiment l'impression que l'Allemagne a aujourd'hui un problème de demande de tous les côtés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors voilà la réponse que j'aurais dû donner. Pardon, donc je vous en prie. Donc de toute façon, la demande est à tonnes en Allemagne. Elle est depuis des années, même s'il y a eu un léger frémissement ce dernier temps. Mais surtout, elle est donc tellement dépendante de ces exportations que la baisse de l'activité en Chine, en Russie, les sanctions contre cette dernière et l'ensemble de situations sur le plan mondial va fortement affecter les exportations allemandes. Et donc, dans ce cas-là, le plongeon du mois d'août sera probablement prolongé d'une baisse de la conjoncture en Allemagne. Est-ce que cette détérioration des perspectives de l'Allemagne peuvent amener à une révision, j'allais dire presque déchirante, de la politique européenne, de toute cette exigence de rigueur qui a fait la force de l'Allemagne? Écoutez, je ne le crois pas. Peut-être par excès de pessimisme. Je ne le crois pas parce que les Allemands sont convaincus de la bonne marche de leur économie et des règles qu'ils ont imposées et essaient de suivre depuis quelque temps. Les Allemands ont un problème de demande intérieure, on le sait. Il y a des investissements qui devraient être renforcés, on le sait. Mais il y a derrière un conservatisme qui est dû à pas mal de facteurs. Il y a la démographie, il y a le vieillissement de la population allemande, il y a la bombe démographique qui va éclater d'ici une dizaine d'années. La démographie qui est au centre des préoccupations, le problème de la démographie des retraites qui est au centre les Allemands ne voudraient pas laisser une dette trop importante de plus de 80% à la génération future, sachant que dans ce cas-là, le système social allemand, le système des retraites, le système de la santé ne pourra plus être financé. Donc ils anticipent les difficultés à venir et mènent par conséquent une politique très malthusienne sur le plan intérieur. Alors, étendons notre réflexion au plan géopolitique et international. Ces deux dernières décennies,
malgré l'ancrage de l'euro, on avait vu petit à petit la politique étrangère et économique allemande basculer vers l'Est, vers la Mitteleuropa d'abord, vers la Russie et vers la Chine, vers lequel s'est développé un grand courant d'affaires. Est-ce que là aussi, les difficultés, la démultiplication des difficultés à l'Est ne risque pas d'amener à une révision déchirante de la politique extérieure allemande? On verra bien. Il y a 3 espaces. Il y a l'Europe centrale, avec les pays baltes, et Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie. Il y a ensuite l'Europe de l'Est avec l'Ukraine et la Russie, et puis la Chine plus loin. Avec l'Europe centrale, incluant l'Autriche, l'Allemagne fait à peu près 16% aujourd'hui de ses exportations. Donc le volume d'échange de l'Allemagne dans son ensemble, c'est 16% en Europe centrale. Il n'y a pas de raison pour que ça change, sauf si nous aurons des conflits, des guerres, ce que personne n'espère évidemment, dans cette région-là. La Chine tourne autour de 10-11% dans le commerce allemand. Donc il n'y a pas de raison pour que ça change fondamentalement la donne. La Russie aujourd'hui, c'est finalement peu de choses par rapport aux exportations allemandes. C'est un volume de quelques 3,5%, grosso modo quelques 75 milliards d'échanges entre l'Allemagne et la Russie. La Russie est légèrement excédentaire. L'Allemagne reçoit de la Russie un tiers de ses importations de pétrole et de gaz, donc elle est très dépendante d'elle, mais pas suffisamment non plus pour qu'une interruption de ses approvisionnements en énergie venant de la Russie, si jamais les sanctions devraient aussi s'étendre à ce domaine-là, entraînerait une ruine totale de la situation énergétique allemande. Oui, donc, mais alors on voit ce ralentissement à l'Est qui percute l'économie allemande, alors que la zone dynamique est plutôt du côté des États-Unis à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, dans le même mouvement en 2014, on a vu une montée fantastique des investissements allemands aux États-Unis, justement, que ce soit des investissements en unités de production, mais aussi des acquisitions de firmes américaines. Et j'ai noté qu'au cours de l'été, la chancelière allemande s'est dit totalement favorable au projet de pacte transatlantique. Tout ça, ce sont des facteurs convergents qui montrent qu'il y a une espèce de basculement. Alors, 2 éléments. Premièrement, les États-Unis, évidemment, c'est un marché intéressant pour les Allemands. C'est avec la zone en dehors de la zone euro que les Allemands font le plus au niveau de leur excédent commercial. Donc, les États-Unis sont là-dedans. Ensuite, nous avons la donnée énergétique. Pour les prix énergétiques aux États-Unis ont beaucoup baissé, donc ça devient extrêmement attractif pour les entreprises allemandes qui sont, elles, pénalisées par le tournant énergétique allemand qui va faire augmenter les prix en Allemagne. Et donc beaucoup d'entreprises allemandes délocalisent maintenant vers le marché américain directement. Le TTIP, c'est encore autre chose. Bien sûr, l'Allemagne se dit toujours libre-échangiste. Ceci étant dit, beaucoup d'Allemands s'inquiètent aussi au niveau de certaines questions liées aux normes sanitaires et environnementales. Mais le soutien allemand au projet de zone de libre-échange transatlantique euro-américain permet aux Allemands de se rapprocher des États-Unis, alors que sur le plan géopolitique, et notamment de la défense et questions de sécurité, on constate depuis plusieurs années, depuis une bonne quinzaine d'années, un refroidissement très sérieux dans les relations germano-américaines. Justement, Hans Stark, on a vu l'Allemagne très réticente à s'engager sur les théâtres de conflits internationaux. Et vous avez vous-même d'ailleurs publié en 2011 un livre au titre terriblement évocateur, « La politique internationale de l'Allemagne, une puissance malgré elle ». L'Allemagne peut-elle continuer d'être une puissance malgré elle? Peut-elle continuer de refuser d'assumer ses responsabilités internationales? Hélas, oui. Bien sûr, elle peut d'abord se cacher derrière les obstacles onusiens. Il ne peut pas y avoir une intervention internationale quelque part sans le feu vert de la Chine et de la Russie, donc du Conseil de sécurité des Nations Unies. On peut compter sur Moscou et Pékin pour bloquer quoi qu'on puisse faire, qu'il s'agisse de l'Irak, de la Syrie ou d'autres zones de guerre. Premier point. Deuxième point, il y a la population allemande qui est très très majoritairement hostile à l'implication de la Bundeswehr à des interventions extérieures, notamment de combat. Bon, il y a aujourd'hui quelques 17 petites missions à laquelle la Bundeswehr participe, mais ce sont des opérations très souvent techniques, humanitaires ou à caractère de maintien de la paix au grand large, pas plus. Donc oui, l'Allemagne continue à se cacher derrière un pacifisme. On a vu les difficultés logistiques de l'Allemagne au niveau de la défense, d'intervenir à l'étranger. Alors, les difficultés logistiques sont évidemment les bienvenues, puisque l'Allemagne peut dire « nous n'avons pas les moyens actuellement avec la Bundeswehr telle qu'elle est pour intervenir à l'extérieur ». En même temps, est-ce qu'on n'a pas peut-être cherché à avoir une situation dans laquelle la Bundeswehr n'est plus en mesure d'intervenir pour des raisons techniques? Donc vous voyez une constance dans cette stratégie de la puissance modeste, qui reste une puissance au plan économique,
mais qui ne veut pas s'engager au plan militaire. Oui, hélas, Est-ce que c'est tenable face aux problèmes qui sont apparus avec l'affaire ukrainienne? C'est parfaitement tenable parce que d'abord, je pense qu'aucun pays européen ne va envoyer des troupes au sol en Ukraine étant donné la situation avec la Russie. Les Allemands s'appuient évidemment sur deux expériences extrêmement néfastes, l'Irak et la Libye. N'attend pas provoquer les problèmes que l'Irak et la Libye connaissent aujourd'hui en termes d'islamisme en intervenant militairement au niveau des États-Unis au début des années 2000 et la France dans les années 2011-2012. Donc n'attend pas provoquer l'émergence d'un islamisme terroriste en écartant du pouvoir Saddam Hussein pour l'Irak et Kadhafi pour la Libye. C'est la question que posent beaucoup d'Allemands. Alors je voudrais terminer cet entretien en revenant sur les rapports franco-allemands et le fameux couple franco-allemand qui était à la base de l'Union européenne, un couple franco-allemand qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Quelle est la place qui reste à la France dans la vision de politique étrangère de l'Allemagne? Structurellement, la France est toujours le principal partenaire de l'Allemagne. Structurellement, aucun autre pays au monde n'a l'importance que l'Allemagne accorde à la France. Mais on a vu néanmoins Stark, d'un point de vue conjoncturel, c'est là c'est différent. À l'époque de Gerhard Schröder et de Tony Blair, on avait vu un pas de deux avec le Royaume-Uni. Oh, vous savez, avec les Anglais, les flirts sont toujours très brefs. Ils peuvent être intenses, mais ça ne dure jamais très longtemps. En revanche, l'essence du couple franco-allemand, c'est la construction de l'Europe. Et sommes-nous encore favorables à la construction européenne de part et d'autre? On l'est de moins en moins. On l'a vu avec le référendum de 2005 en France. On l'a vu à travers les sondages qui montrent très clairement qu'une majorité, presque aujourd'hui structurelle, de la population demande un ralentissement de l'intégration européenne, qu'il s'agisse des Allemands ou des Français. Alors comment construire l'Europe si nous n'avons pas les Allemands et les Français derrière? Donc il y a un climat, hélas, de méfiance qui s'installe entre la France et l'Allemagne, qui est dû aussi à des divergences économiques qui sont profondes sur le plan de la philosophie économique du pays. Eh bien, Hans Stark, sur ces mots, je vous remercie de nous avoir confié votre point de vue. Merci.